la logique catégoriale entre grammatologie et forme diagrammatique sous condition du figural. C'est un titre un peu baroque. Bon, alors je remercie beaucoup Stéphane Dugofson et les organisateurs du colloque de m'inviter. Je suis très intimidé en réalité par cette situation, j'aurais dû refuser. Mais qu'en disant Stéphane que bon, on a du courage quand on n'est pas mathématicien d'intervenir sur un tel terrain, ben, je te remercie de le dire, mais ça n'enlève pas la difficulté en tant que telle. D'une intervention qui a parlé de la théorie des catégories et de Grothendieck, ou d'un éventuel rapport de Grothendieck à Lacan, suppose quand même peut-être une certaine capacité à s'informer sur le champ mathématique quand même. Bon, alors de ce point de vue-là, mon exposé est un peu un exposé usage interne, c'est-à-dire qu'il m'a donné l'occasion de parcourir à ma façon, bien sûr, la question, c'est-à-dire d'où venait la théorie des catégories, quel statut elle avait, sur quel type de concept, disons, prédominant elle reposait, donc à faire une certaine investigation de la chose qui est, du point de vue technique, au-delà de mes compétences et de mes connaissances. Donc voilà, c'est un parcours qui repose beaucoup sur des intuitions, en fait, mais qui ne sont pas contradictoires avec ce à quoi nous enjoint Grothendieck, en disant qu'on peut partir de ses propres intuitions par rapport au champ mathématique. Alors je le fais en philosophie d'habitude, mais avec plus de vérificabilité, disons, de ce que je peux soutenir. En mathématiques, ça m'est quasiment impossible, si ce n'est de façon aléatoire. Alors, Pascal disait qu'il valait mieux savoir un peu de tout pour être honnête homme que de savoir beaucoup d'une seule chose. Mais c'est trompeur avec Pascal, parce que Pascal savait lui beaucoup de choses dans beaucoup de choses. Donc il pouvait se permettre de poser une telle proposition. Alors, je ne suis pas mathématicien, je le répète, je suis plutôt philosophe du discours, des discours, un peu logicien, mais pas non plus suffisamment. Cependant, je suis assez respectueux du platonisme, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, me semble une condition sine qua non de toute investigation philosophique, qu'on l'appelle pensée ou philosophie ou sagesse, etc. Elle me semble indépendante, elle me semble absolument indispensable. Alors, j'ai quand même rencontré dans ma formation secondaire, j'ai fait un peu de mathématiques, l'arithmétique des nombres entiers, règles de géométrie euclidienne, mais aussi vectorielle, analytique, un peu d'algèbre, d'analyse, étude des fonctions, et puis notre génération a été formée par l'ensemblisme dès la 6e, 5e, 4e, ce qui était une particularité d'un changement profond dans les mathématiques. Alors, par ailleurs, durant mon parcours philosophique, évidemment, j'ai rencontré des gens comme Leibniz, Bolzano, Boole, Cantor, Frege, etc., jusqu'aux problèmes posés par la formalisation de la logique des nombres, de l'arithmétique des nombres entiers, et donc les problèmes que ça avait pu poser. Alors, je vais faire exposer en 10 points, j'espère. Alors, initialement, c'est un texte écrit que je ne vais pas lire parce que ça serait impossible, mais je vais quand même essayer d'évoquer ces 10 points de façon distincte. Certains points sont des hypothèses, d'autres sont des investigations, enfin de définitions. Alors je suis très impressionné par les mathématiciens qui peuvent poser formellement une ou deux hypothèses et puis d'une certaine façon faire une investigation analytique claire et arriver à des résultats. C'est pas le cas du champ philosophique. Alors premier point, après cette introduction, c'est un point sur Lacan. Alors on est réunis ici pour travailler sur le rapport entre la pensée et la personne sur la personne et la pensée de Grothendieck. En associant à Lacan. Alors, comme le fait la lettre de ce colloque. Alors, je pense qu'il y a une différence entre Grothendieck et Lacan, en tout cas qui est très forte, c'est que, évidemment, c'est très bien de le dire, Grothendieck est un mathématicien professionnel, ce que Lacan n'a jamais été. Le rapport de Lacan aux mathématiques est d'avoir emprunté à la mathématique à un moment de son histoire, c'est-à-dire le moment d'apogée de l'ensemblisme, on pourrait appeler lié au structuralisme en élargissant très fortement la définition, d'avoir emprunté, disons, aux mathématiques des instruments qui lui permettaient d'une certaine manière, entre guillemets, de mathématiser la psychanalyse, ou d'introduire une écriture mathématique
disons, de la question de l'inconscient dans le champ clinique et psychanalytique. Ce qui était une rupture formidable. Alors, l'emprunt que Lacan fait aux mathématiques sont des emprunts que Lacan fait par lui-même, en s'appuyant sur une équipe de mathématiciens dont certains sont d'ailleurs ici présents, enfin, dont au moins un est ici présent, mais je ne dirais pas que Lacan pratique les mathématiques. Je dirais que Lacan utilise des outils mathématiques dans le champ, disons, de la psychanalyse pour produire certains résultats, notamment celui qu'a rappelé Yvan Segret, c'est-à-dire d'une rupture avec une psychanalytique psychologique ou qui serait normative. Alors, est-ce qu'on peut écrire l'inconscient sous forme de mathème? C'est une question très problématique, mais c'est la question de Lacan, et c'est à laquelle il va s'atteler. Alors, il a introduit un certain nombre de choses, les notions de graphe, de structure, de morphisme, de groupe de transformation, de tétraèdre des discours. Les 4 discours, c'est un tétraèdre au sens mathématique, de fonctions, et même d'analyse, si on entend par d'analyse, c'est l'écriture, disons, l'écriture algébrique de certaines propriétés. Et bon, il a beaucoup emprunté à la topologie géométrique de son temps, et tout ça apparaît dans son enseignement. Mais je pense que l'usage que Lacan fait des mathématiques, et là je vais peut-être ne pas me faire que des amis, mais au sens le plus fort, et vous comprendrez pourquoi j'utilise cette référence, c'est un usage imaginaire des mathématiques. Et j'entends imaginaire au sens le plus fort, c'est-à-dire il y a une fonction schématique dans la pensée qui n'est pas proprement mathématique, au sens où elle serait l'apanage du travail du mathématicien, mais c'est une fonction schématique qui est du côté de l'imaginaire et qui avait déjà été isolée par Kant dans ce qu'il appelait le schématisme transcendantal, et qui fait que pour penser, il faut recourir, disons, à cette fonction schématique. Et celle-ci peut s'utiliser hors des mathématiques, bien sûr, elle n'est pas spécifique au champ mathématique, mais on peut aussi montrer qu'elle travaille dans les mathématiques de façon très puissante. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de schématisation, c'est-à-dire de figuration au sens très large dans les mathématiques, qui est évidemment un des axes de la mathématique. Alors, deuxième point, les perspectives. Je voudrais tout mettre un peu en perspective mon exposé. Alors, je suis parti d'hypothèses intuitives périphériques à toute problématisation du rapport entre psychanalyse et mathématiques, ou inversement, en espérant plutôt parvenir à tendre à rencontrer les préoccupations de Grothendieck sur quelques points. Alors, j'avais suivi il y a quelque temps l'enseignement d'Alain Badiou, qui nous avait fait un cours sur la mathématique catégorielle, donc ce qui avait été pour moi une initiation à disons, cette mathématique. Badiou était assez didacticien, enfin assez pédagogique, qui nous permettait de comprendre un certain nombre de choses que des non-mathématiciens auxquels des non-mathématiciens n'auraient pas pu accéder. Donc il nous a donné un cours là-dessus. Alors, Badiou donnait une explication, une présentation très précise, enfin assez précise, qu'a rappelé d'ailleurs Yvan Segret, de l'enjeu de la topologie, la mathématique catégorielle ou catégorielle par rapport à l'ensemblisme, ce qu'elle impliquait comme rupture et comme nouveauté. Alors, il la présentait en la rapprochant de la dialectique hegelienne, c'est-à-dire d'une nécessité d'une détermination du global par le local, qui impliquait l'acceptation du tiers inclus, c'est-à-dire que la négation de la négation ne revient pas à l'initiale, par exemple à l'affirmation, elle n'est pas équivalente, il y a eu un déplacement. Donnant aux fonctions, aux principes logiques, une délimitation plus précise, hein, d'une certaine manière, qui n'était pas suffisamment acquise dans, disons, l'algébrisation de la logique telle qu'elle avait été reprise par la théorie ensembliste. Donc il y avait une avancée avec les catégories, c'est-à-dire effectivement une possibilité de donner à des propriétés logiques, disons, une apparence supplémentaire, quelque chose qui les rendait beaucoup plus distinctes. Et il y a une chose qui m'apparaît, moi, et c'est mon point peut-être, c'est que, vous l'avez remarqué, Stéphane Dugolson nous l'a bien montré, c'est-à-dire que la mathématique des catégories, c'est une mathématique graphique, c'est-à-dire qu'elle implique la notion de flèche et de rapport, disons, à un objet par une flèche. Une catégorie, c'est d'abord un objet visé par une flèche, sans définition d'ailleurs de la nature de l'objet.
Donc c'est une mathématique qu'on pourrait dire qui n'est pas ontologique. C'est-à-dire, si on entend par ontologique le fait de poser d'abord la définition, disons, de l'objet sur lequel on travaille, dans une relation d'appartenance à un ensemble lui-même bien défini, la mathématique catégorielle ne part pas d'une position ontologique initiale, elle part d'une position relationnelle, c'est-à-dire une position extrinsèque à l'objet, et non pas une proposition intrinsèque à l'objet, qu'on pourrait dire héritée, disons, de la philosophie substantialiste, enfin, c'est-à-dire d'un essentialisme. Alors, cette expression graphique de la logique, elle transformait donc le rapport logique à l'opposition vrai-faux, à l'affirmation, à la négation. Et la logique des catégories ne présupposait pas une définition ontologique des objets ou des classes d'objets et des relations qui les apparient. Alors elle faisait prévaloir, à mon avis, la notion de fonction exprimée par des morphismes au sein d'une catégorie, c'est-à-dire par des flèches reliant deux objets ou structures sans que ces derniers soient nécessairement des ensembles. Le déterminant relationnel extrinsèque de la fonction venant prévaloir sur le déterminant ontologique intrinsèque de l'appartenance. Alors du point de ça, c'est que effectivement la logique des catégories est une logique de l'inclusion plutôt que d'une logique de l'appartenance. C'est-à-dire qu'il semble soutenir qu'il y a une rupture entre le point premier dans la logique ensembliste, c'est la relation d'appartenance, l'ensemble est vide ou non. L'insistance sur la relation, la visée d'un objet par une flèche, et donc sur un dispositif relationnel et graphique, impliquerait une rupture avec la notion d'appartenance, et donc avec une mathématique transcendantale, pour rentrer dans une mathématique qui serait plus immanentiste. C'est l'hypothèse de Badiou. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette expression graphique de la logique. C'est ce que intuitivement m'intrigue dans la théorie des catégories, non pas par sa nouveauté au sein des mathématiques, mais parce qu'elle fait écho à d'autres enjeux, disons. Il y a eu des enjeux graphiques quant à la définition de la logique avant la théorie des catégories, au sein du champ philosophique aussi. Alors je vais donner quelques illustrations. Alors, donc la question de est-ce qu'on peut délimiter la logique, la représenter par des liens ou des schémas graphiques, donnant lieu à une appréhension visuelle ou idéovisuelle de ces formes et dispositions, n'est pas une question absolument nouvelle. Il y a d'autres occurrences, disons, dans l'histoire de la pensée, si on ne sépare pas axiome, proposition, contenu, lien d'inférence et schématisme graphique. Alors évidemment, c'est une question problématique. Alors, il y a eu des successeurs et des adversaires de la logique d'Aristote, par exemple, qui ont tenté depuis Apulée, en passant, alors je vais citer deux noms, par Raymond Lull et Pierre de la Ramée, avant Venn bien sûr, et Euler, mais je voulais le mentionner plus tard, Euler, effectivement, oui, Euler, bien, vous avez raison. Et dès Leibniz, l'hypothèse de quelque chose, d'une écriture conceptuelle de la logique, sous forme de, alors je ne sais pas, c'est pas une idéographie, ça c'est la traduction du Begriffsschrift de Frege, qu'il faudrait mieux traduire par écriture conceptuelle que par idéographie. Mais l'idée d'une écriture conceptuelle de la logique, sous forme d'une caractéristique, pas forcément d'une géométrie, apparaît, est présente chez Leibniz et revient chez Frege, parce que les premiers essais de Frege d'écriture, disons, des propriétés logiques, des lois formelles de la logique, supposent des schémas graphiques, c'est-à-dire même des arbres, des systèmes d'arbres, etc. Et donc, donc quelque chose de la définition formelle des axiomes de la logique ou des lois logiques implique le passage par quelque chose de graphique, par une schématisation graphique. Donc c'est ce point qui, d'une certaine manière, retient mon attention et qui se déploie très très puissamment, évidemment, dans la théorie des catégories, puisque si je comprends bien, une catégorie c'est un morphème, bon, mais c'est une structure graphique, c'est-à-dire c'est un dispositif graphique, c'est un champ de relations qui peuvent s'inscrire de manière graphique et qui vérifient des propriétés topologiques ou logiques. Alors, donc des tableaux analytiques ou des tableaux systématiques permettant de classer et d'ordonner les types de raisonnement et les concepts ou classes de jugement employés, il en a existé dans l'histoire des idées, notamment Raymond Lull et Pierre de la Ramée, qui ont éprouvé cette nécessité de toute façon. Alors, quelque chose donc, à partir du moment où on passe, disons, d'une écriture algébrique ou axiomatique à une écriture graphique ou à un dispositif graphique,
on entre, on pourrait dire, dans quelque chose de topologique. C'est-à-dire de façon sous-jacente, quelque chose, alors je le dis très intuitivement, quelque chose du topologique vient surgir au sein même de l'écriture, disons, des lois de la logique. Alors, en un sens évidemment que je donne ici un peu métaphorique, c'est-à-dire une logique projective des lieux et des positions et de leurs relations. Une logique projective des lieux et des positions et de leurs relations. Alors le lieu peut être un lieu géométrique, mais peut être un lieu logique, justement, au sens d'un élément dans un raisonnement qui est à une certaine place. On m'objectera que tout symbolisme des règles opératoires de construction des objets, numériques ou géométriques, n'est pas nécessairement d'ordre graphique. Tout symbolisme n'est pas nécessairement graphique, au sens où il impliquerait un diagramme, devant donner lieu à une écriture formelle de type algébrique, mais à des figures visualisées, oui, mais à des figures visualisées, à des graphes. C'est-à-dire qu'en mathématiques, on ne recourt pas nécessairement, forcément, à des formes visuelles et graphiques. Il peut y avoir en algèbre des choses qui ne sont pas graphiques, qui s'écrivent, certes, mais qui ne sont pas graphiques. Alors, cela est très probablement vrai, mais si l'écriture de la logique classique a pu donner lieu à une algèbre, comme celle proposée par Boole, il n'est pas non plus exclu à titre d'hypothèse qu'on puisse en proposer des schématisations de typographiques. Et effectivement, et Euler et Venn, avant Boole, avaient rencontré, disons, cette possibilité de représenter justement le raisonnement logique par des formes géométriques ou graphiques. Alors, mon quatrième point, c'est quand on pense au graphique, on pense en mathématiques à quelque chose qui existe, c'est la théorie des graphes. En sachant, je le dis très rapidement, d'après ce que j'ai compris, c'est que la catégorie, ça peut se dériver de la théorie de la notion de graphe orienté. Donc la théorie des graphes est antérieure à la théorie des catégories, elle date de 1878. Alors je lis très rapidement la définition ordinaire. Un graphe est une structure composée d'objets dans laquelle certaines paires d'objets sont en relation. Les objets correspondent à des abstractions mathématiques et sont appelés sommets ou nœuds ou points. Et les relations entre les sommets sont des arêtes. On distingue les graphes non orientés, où les arêtes relient deux sommets de manière symétrique, et les graphes orientés, où les arêtes sont alors appelées flèches, exactement comme dans la théorie des catégories, et qui relient deux sommets de manière asymétrique. Alors un graphe est représenté fréquemment par un diagramme sous la forme d'un ensemble de points, pour les sommets, jouant entre eux par des lignes droites et courbes pour les arêtes, éventuellement munis de flèches pour les cas des graphes orientés. Alors, les graphes ont été inventés, enfin développés, théorisés par James Joseph Sylvester en 1878, et on peut penser, c'est le mot a été utilisé à ce moment-là pour la première fois. Alors, pourquoi j'introduis cette notion de graphe? Parce qu'effectivement, de façon métaphorique, on voit bien ce qu'est un graphe. Ce n'est pas une notion spécialement mathématique. Un objet graphique, tout le monde a accès intuitivement à sa réalité. Mais la théorie des catégories est venue, justement. On peut soutenir qu'elle n'est pas sans lien historiquement et généalogiquement à la théorie des graphes, ce qui est vérifié à partir du moment où on observe qu'une catégorie, ça se définit aussi comme un graphe orienté. Alors là, je renvoie aux mathématiciens. Alors, la théorie des catégories, quelle est-elle? Alors, je prends la définition. Elle étudie les structures mathématiques et leurs relations. L'étude des catégories très abstraites fut motivée par l'abondance de caractéristiques communes à diverses classes liées à des structures mathématiques. Alors, les catégories, ça a été rappelé, sont utilisées dans la plupart des branches mathématiques et dans certains secteurs de l'informatique théorique et en physique. Elles forment une notion unificatrice, ce que tu as rappelé, ce que Stephen Jacobson a rappelé. Alors cette théorie a été mise en place par Samuel Eilenberg et Sanders MacLean, 42-45, en lien avec la topologie algébrique, je ne pourrais pas entrer dans tous les détails, et propagée en France dans les années 60-70 par Alexandre Grothendieck, qui en fait une étude systématique. Et à la suite des travaux de William Lower, la théorie des catégories est utilisée depuis 69 pour définir la logique et la théorie des ensembles. Alors donc on peut dire que la théorie des catégories peut donc, comme la théorie des ensembles, la théorie des types, être considérée comme le fondement des mathématiques, comme une théorie qui vient du côté du fondement mathématique. Alors, j'en viens maintenant à la catégorie en philosophie. Alors, pour un non-mathématicien, tout cela paraîtra assez difficile d'accès. Néanmoins, ce que le philosophe aussitôt entend, c'est la relation entre cette théorie et la question des fondements.
En métaphysique, la notion de fondement correspond à ce qu'il faut poser comme étant au principe de toute connaissance. Essence, forme, cause, règle logique, catégorie justement, puissance, actualité. Alors dans son manuel de logique, l'Organon, Aristote, je le rappelle, a fait des catégories les termes les plus généraux de toute existence. Elles sont au nombre de 10, je les rappelle brièvement: substance, quantité, qualité, relation, lieu, temps, position, action et passion. Alors pendant de plusieurs siècles, cette, disons, logique catégorielle, on pourrait dire, a été à la base de la plupart des sciences et retenue comme les déterminants premiers de toute connaissance d'un objet. C'est-à-dire présentant la systématicité, disons, les notions systématiques permettant d'identifier un objet dans la réalité. Alors, curieusement, le sens premier en grec de catégorie, alors là, c'est c'est celui d'accusation, c'est-à-dire de parler contre quelque chose. Ça a à voir sans doute avec l'origine du discours juridique, c'est-à-dire, mais c'est un acte d'accusation. Alors, ce qui me fait penser à la théorie de l'objet, ce qui se tient contre, le Gegenstand en allemand, de l'objet qui se tient contre, c'est-à-dire à l'encontre de quelque chose. La catégorie, c'est peut-être aussi aller à l'encontre de quelque chose, et non pas simplement le délimiter. Mais, d'accord. Opposition. Oui, dans une opposition, oui, bien sûr. Alors, de tels termes auront constitué pendant plusieurs siècles les normes les plus générales de la pensée et de la science, qui n'est pas rien. Ils sont encore de sens commun: action, passion, lieu, temps, etc. Et ayant déposé dans les langues latines et les différentes sciences un sel philosophique d'origine grecque. C'est dire qu'ils auront pu faire sol et fondation. On les retrouve comme déterminants de nombre de nos opérations les plus spontanées de pensée et normes structurantes des formes grammaticales de l'expression commune, etc. Alors, ce ne sont plus tout à fait des fondements. C'est-à-dire que Aristote appelait catégorie, aujourd'hui a largement explosé, au sens où même leur définition et leur sens s'est multiplié, enfin, disons, a pris une extension beaucoup plus grande. Mais ces notions sont restées comme, d'une certaine manière, irrigantes, enfin, des points d'accroche, disons. Mais elles se sont éloignées, là il y a la différence. C'est-à-dire, autant Aristote pensait les catégories, c'est-à-dire les termes les plus généraux de la compréhension de l'existence ou de l'existant, comme corrélés à la perception intuitive, et donc à la sensibilité, donc à du phénoménologique. Elles se sont largement éloignées dans les sciences physiques et dans les sciences exactes de toute considération intuitive. Même, alors par exemple le lieu, la temporalité, la position dans l'espace, la réalité première, matérielle première des objets, de quelle substance sont-ils faits, les systèmes de calcul, ainsi que les notions de relation, d'activité, elles sont toujours opérantes, mais elles ont pris des dimensions, des définitions. Par exemple, dans la dynamique ou l'ergonomie, ce sont des termes très opérants, mais elles se sont bien éloignées, disons, de toute perception intuitive ou appréhension intuitive de leur sens dans une relation d'objet. Alors on retrouve la théorie des catégories, comme vous le savez, dans la philosophie de Kant, qui reprend, disons, la nécessité de définir par rapport à l'exercice du jugement un certain nombre de notions préceptes qui organisent toute possibilité de juger, c'est-à-dire d'appréhender un objet, et vous les connaissez, elles sont 12 chez Kant: c'est l'unité, la pluralité, la totalité, la réalité, la négation, la limitation, la substance, la cause, la réciprocité, la possibilité, l'existence et la nécessité. Alors, on peut certes opposer le catégorial de la science et l'existentiel du vécu subjectif. Cela ne supprime pas pour autant la nécessité ou le souci d'une synthèse catégoriale. C'est-à-dire que si on peut dire que l'intuition vécue n'est pas nécessairement, disons, corrélative, disons, d'un appareil logique prédéterminé, prédéfini, on ne peut pas appréhender les objets du monde sans produire un type de synthèse catégoriale minimalement. C'est-à-dire que le problème ne disparaît pas avec, disons, le rejet d'un formalisme catégorial qui serait posé comme a priori. Alors, depuis l'essor de la logique formelle en mathématiques, les questions autrefois métaphysiciennes, qui étaient des questions de la métaphysique, relatives aux principes de la connaissance que traitaient les philosophes, sont désormais entre les mains des mathématiciens et des logiciens. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie, on pourrait dire qu'elle a été dépassée par disons, les mathématiques et la logique, qui se sont séparés d'ailleurs du champ philosophique à proprement parler, très directement. Alors,
Je voudrais revenir à un point suivant, oui, j'ai encore un peu de temps, on peut difficilement penser ce qu'est la théorie des catégories sans se référer historiquement à la topologie algébrique, dont elle est un prolongement. Alors ça m'a amené à réfléchir sur la définition de la topologie algébrique, évidemment, alors qui est techniquement aussi quelque chose. Alors dès 52, en définissant les théories de l'homologie comme foncteur d'une catégorie d'espace. Alors maintenant, c'est techniquement un peu compliqué, il y a homologie, il y a foncteur, il y a plusieurs notions mathématiques, d'espace topologique dans une catégorie algébrique. Vérifiant certains axiomes et en classifiant ces théories, Allenberg et Stilrod mettaient en évidence le rôle des catégories comme outil pour la topologie algébrique. Alors, pour moi, ça c'est relativement indéchiffrable, si vous voulez. Bon, en tout cas, ça nécessite immédiatement de comprendre ce qu'est la topologie algébrique, déjà par voie régressive, alors qui a été définie en 1847 par Listing et qui procède des notions de limite et de continuité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant l'algèbre est une théorie du discret, enfin, ou du discontinu, autant dès qu'on passe à, disons, une topologie algébrique, on retrouve dans le discret de la continuité, si je ne fais pas d'erreur sur le plan. Donc on passe du discontinu au continu, c'est-à-dire que le continu réapparaît là où initialement il n'était pas, c'est-à-dire dans une théorie, disons, algébriquisée qui peut dériver des nombres, éventuellement, mais... Bon. Alors, qu'est-ce que la topologie? Alors, la topologie, oui, donc, elle a été introduite en 1947 et elle repose sur les notions de limite et de continuité. Alors, littéralement, la topologie, c'est une logique des lieux, des places et de leurs relations. Disons aussi qu'elle est une topique des passages et des contours, des entrelacs et des intervalles, des proximités, des conjonctions, des frontières et de la littéralité, des superpositions et des nouages, du réversible. Alors évidemment, ce sont des métaphores pour la décrire. La définition la plus exacte de la topologie, c'est l'étude des propriétés invariantes dans la déformation géométrique des objets et dans les transformations continues appliquées à des êtres mathématiques. En gros, vous prenez un cube, vous le déformez, mais le cube embouti, aplati, qui en résulte, a les mêmes propriétés que le cube initial, et il y a donc un continuum, disons, il n'y a pas de rupture dans l'objet, c'est toujours le même objet, quelles que soient ses transformations, et on peut, d'une certaine façon, tenter de formaliser ou de schématiser, alors je ne sais pas comment le dire, disons, ces transformations, avec ce qu'elles impliquent de non représentables, c'est-à-dire de non directement figurables. Il me semble que là est le point, c'est-à-dire qu'on est en topologie sur quelque chose qui à la fois renvoie, disons, à des propriétés géométriques, c'est-à-dire des déformations dans l'espace, et en même temps une impossibilité à les figurer, c'est-à-dire elles sont relativement difficiles à représenter, c'est-à-dire en termes de, je ne sais pas comment, par exemple, même sous forme de fonction. C'est-à-dire, enfin, une fonction algébrique ne peut pas représenter nécessairement une déformation, d'où la nécessité de passer par d'autres outils. Alors, on a pu concevoir des espaces dits topologiques. Alors, selon la théorie ensembliste, un espace topologique est une collection d'éléments, ce qui permet d'étendre la topologie à un grand nombre d'objets mathématiques. Alors, je fais juste remarquer un point, je suis été absolument fasciné. La topologie introduit une notion qu'il faudrait développer, mais qui est techniquement difficile aussi à produire, c'est la notion de voisinage. Alors, la notion de voisinage est la notion la plus fondamentale, enfin, moi, je me trompe tout à fait. Je vais pas lire la compréhension que j'en ai, ça me paraîtrait trop difficile, 5 minutes, bon. Mais il me semble que la notion de voisinage, contrairement à ce que dit, par exemple, Philip Tom et Heidegger, est tout à fait proche de ce qu'il appelle la différence ontologique. En réalité, l'instrument, la théorie du voisinage, permet tout à fait d'élucider ce qu'appelle l'ouvert. D'ailleurs, c'est une théorie des ouverts, c'est littéralement la même métaphore, dont je ne sais jamais si Heidegger a eu connaissance de son histoire intellectuelle, probablement pas, mais elle est véritablement la définition, disons, mathématique de ce que Heidegger appelait l'ouverture de l'expérience de l'être en tant que différence de l'existence. Alors, la topologie s'avère compatible avec des structures algébriques. Alors, évidemment, ça demande de définir la notion de structure qu'on trouve dans le structuralisme, dans les mathématiques, qui est une notion qui est effectivement inhérente à plusieurs champs. Une structure mathématique, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est le trait commun de diverses notions désignées sous son générique et qu'elles s'appliquent à des ensembles d'éléments dont la nature n'est pas spécifiée. C'est-à-dire que pour définir une structure, on se donne une ou plusieurs relations. Je me réfère à Bourbaki.
où interviennent ces éléments. On postule ensuite que là où les relations données satisfont à certaines conditions qu'on énumère et qui sont les axiomes de la structure envisagée. Alors il s'ensuit que la topologie algébrique est une combinatoire et qu'elle vérifie un certain nombre de propriétés sur les limites, la continuité, le voisinage, l'ouverture, la fermeture, l'adhérence. Alors il est intéressant de voir que tous ces termes pourraient, limite, continuité, voisinage, ouverture, fermeture, adhérence, être des termes qu'on emploierait dans disons, dans une clinique psychanalytique, mais très abstraite. Je veux dire qui passerait justement par un langage qui ne serait pas discursif, qui ne serait pas non plus, mais qui supposerait des configurations dans l'espace, justement, avec des déformations, des proximités, des voisinages, etc. Alors, la théorie des catégories découle de toute cette évolution en mathématiques, et elle passe par la notion de morphisme. Alors, il me reste très peu de temps, donc je ne vais pas... mais la théorie des catégories s'est construite sur, si j'ai bien compris, sur une vérification de la notion de structure par la notion d'homéomorphisme. Tu me corrigeras si je me trompe. Alors, l'homéomorphie, ça suppose que des objets, si j'ai bien compris, sont comparables entre eux, parce qu'ils possèdent des structures algébriques de même espèce. Alors, la théorie de la catégorie, d'une certaine manière, a répondu aussi dans ses travaux à cette exigence de traiter la question de l'homomorphie, c'est-à-dire ou l'homologie. Alors, il est intéressant de voir que l'homologie, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais était à l'origine une méthode mathématique rigoureuse pour définir et classer les trous dans une variété. La notion de trou dans une variété existe en mathématiques. Elle a été reprise par Lacan d'une certaine façon dans son formalisme. Alors, il faut associer ça à la notion de foncteur. Bon, je laisse tomber parce que ça serait trop compliqué, trop technique. Mais cette théorie des catégories, j'avais dit au départ qu'elle était relative au graphe, quand même, qu'elle était en même temps dérivée du graphe. J'ai essayé de tracer un paysage contextualisant, disons, la manière dont la théorie des catégories avait pu se déployer, avec un certain nombre de notions mathématiques qu'il organisait. Alors, cette notion de graphe, j'ai montré qu'elle était présente dans différents domaines, disons, de connaissances. Elle était apparue dans les problèmes de formalisation de la logique en philosophie bien avant. Enfin, il y avait des contraintes graphiques. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est recours à la structuration graphique de l'analyse logique. Quel statut elle a? Donc, il faudrait opposer une algèbre logique plutôt littérale, en quelque sorte, dans un autre registre lexical et grammatologique, ou syntaxique, avec une logique idéographique, mais cette fois non pas au sens d'une écriture linéaire, mais d'un schéma logique analytique de nature relationnelle et graphique. Alors, si l'on veut, d'une écriture figurale spatiale de la logique des relations et de leurs propriétés générales. Alors, est-ce que c'est pas ça la théorie des catégories, justement? Alors, mais j'en viens au point suivant, à l'hypothèse d'une graphie ou d'une graphétique de la logique pure. Alors, je prends le temps qui me reste. Je me permets de sortir et de quitter le champ des mathématiques pour revenir à celui de la réflexion et la spéculation philosophique. Je vous ai indiqué, je sais seulement un peu de philosophie et si peu et moins de mathématiques que les philosophes les plus sérieux et conséquents. Bon, je m'en remets au risque de l'interrogation maïotique. Posons-nous ici une question. Pourquoi la logique ne devait-elle pas seulement s'écrire sous la forme d'une logique des prédicats ou des propositions, ou d'une algèbre littérale, mais pour ainsi dire aussi se graver, se tracer, se tramer dans un réseau de lignes de graphes? La question que je pose. Dans un réseau de flèches. Après tout, Euler et Venn avaient bien vu que l'on pouvait traduire de façon graphique par des entrelacs de figures géométriques, de cercles, les formes du raisonnement logique, du syllogisme, en faisant de la sorte apparaître ses propriétés régulières. Dans des diagrammes. En mathématiques, un diagramme est un schéma utilisé pour représenter des objets et servant de support à un raisonnement. On pourrait poser pour caractériser cela la dénomination de graphologie, mais que le terme soit absolument impropre, mais je prends le risque, c'est-à-dire une analyse qui, vous savez que ça a tout à fait un autre sens. Alors, si l'on ne s'en tient pas à la notion de diagramme, il faudrait faire intervenir un détournement de sens, peut-être celui que j'aurais proposé de graphématique, ou de graphémique, c'est-à-dire une hypothèse graphémique. Ce terme renvoie en linguistique à la science des graphèmes, dans leur rapport aux phonèmes.
Cependant, elle en appelle aussi à des termes qui sont ceux de la graphotactique et de la graphétique. C'est-à-dire qu'en linguistique, il y a toute une théorie de l'analyse graphique du langage qui existe en tant que telle et qui a produit son propre vocabulaire. À la typographie, à la graphémologie et aussi à ce terme que vous connaissez parce que Derrida l'a repris des linguistes et des grammairiens. Ne faudrait-il pas plutôt, en accentuant la confusion, introduire un néologisme, celui de diagrammologie. Donc, alors je vais conclure sur un point. Autrefois, le philosophe Lyotard avait introduit une notion, le discours figure. Il avait développé un concept qui était le discours figure, qu'il reprit ensuite sous la forme de la notion de figural. Alors, dans un sens non littéraire, c'est-à-dire sens qui est celui d'un usage massif des figures. Alors, il ne s'agissait ni d'un graphique ni d'une figuration, c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais d'autre chose qui faisait écho au schématisme transcendantal kantien, et qui n'est pas, quand on le lit attentivement, une figuration. C'est-à-dire que c'est pas un dessin illustratif et représentatif. Et qui fait référence directement à la synthèse produite par l'imagination. Alors je reviens à la place de l'imagination. Alors ces derniers temps, dans les rues des métropoles urbaines, est apparu l'art sauvage des graphes, ces dessins signatures tracés sur les murs des habitations et des friches industrielles, mêlant sommairement écriture et traits stylisés graphiques. C'est l'articulation du graphique et du littéral, justement, c'est-à-dire du linéaire et d'une géométrie qui est en vérité dans l'espace, parce que ce sont des formes dynamiques d'ailleurs. Elles ne sont pas très belles, mais elles ont des propriétés de cet ordre-là. Alors, ces dessins signatures tracés sur les murs des habitations, des friches industrielles, mêlant sommairement écriture et très stylisés graphiques, ils semblent attester d'un besoin populaire de s'inscrire et de s'écrire, de se signer ou de signer quelque chose quelque part. Nous sommes bien loin de la théorie des catégories. Mais ne peut-on pas trouver dans cette graphie du nom une expression spéculaire naïve de la logique comme écriture et graphie? Le graffiti se supporterait ainsi d'une théorie logique de la relation, de la limite et de la frontière. Alors il faut savoir que ces graphes se délimitent aussi des territoires, des territorialités, de la frontière, voire des invariants structuraux de l'objet, qu'on retrouverait effectivement de façon spontanée dans des pratiques, disons, des pratiques populaires, et en même temps dans le champ des sciences, dans ce qu'il est plus pointu et de plus théorique. De tels graffitis, souvent moches et mal tracés, apparaissent comme des objets déformés, déformants. Comme des éléments d'une géométrie topologique dont les contours ne seraient pas nettement tracés. Si l'on s'en tient à la préhistoire, et je conclus là-dessus, les premières écritures ont d'emblée mêlé des formes scripturaires linéaires avec des signes figuraux abstraits, plutôt de nature géométrique, voire topologique, des nœuds, par exemple, des nodalités, etc., des entrelacs, donc avec des représentations géométriques, topologiques, des réseaux. Alors, je ne maîtrise pas bien la notion de faisceau, mais un réseau plus, ça me paraît. D'ailleurs, la théorie des graphes, c'est une théorie des réseaux, si je ne fais pas d'erreur. Alors, des réseaux complexes de figures entrelacées, plutôt énigmatiques, ce qu'on retrouve chez Lacan quand il s'intéresse aux nœuds borroméens, parce qu'en réalité, les nœuds borroméens, on les trouve dans des civilisations très anciennes, dans des formes graphiques, comme les civilisations scandinaves ou celtes, etc. Alors, la théorie des ensembles, elle aussi, a bien eu recours à des diagrammes sagittaux, mais qui ne sont pas des graphes, pour visualiser les relations d'application entre deux ensembles. Alors, je n'aurai pas le temps de conclure. Je voulais conclure sur une proposition synthétique sur la nature de la pensée et les 6 formes de son inscription, etc. Mais voilà, je termine comme ça. Alors, ça n'a pas été une démonstration, c'est plus une évocation et un parcours, mais j'ai essayé de faire sentir que je pistais quelque chose qui m'intriguait. C'est dans l'histoire de la pensée et aussi dans les mathématiques, c'est la nécessité d'en passer par la graphie et une analytique du graphique qui peut être topologique et algébrique ou catégorielle, en tant qu'elle est là pour vérifier justement les possibilités logiques, c'est-à-dire des possibilités d'un langage plutôt algébrique, linéaire et littéral. Voilà. Emmanuel, tu as évoqué la théorie des graphes. Bon, je ne peux pas ne pas parler en une seconde de l'inventeur moderne de la théorie des graphes, à savoir Claude Berge, qui a notamment inventé, disons, ou mis en place la théorie des graphes d'état fini, et qu'on trouve dans tous les ordinateurs du monde.
Et aucun ordinateur du monde ne fonctionnerait s'il n'y avait pas eu cette avancée par Kochberg, que j'ai bien connue, donc c'est pour ça que j'en parle. Merci, monsieur Sylvie. Daniel. Juste deux petites remarques et à propos des ouverts. Bien sûr, il y a tout le discours de Heidegger sur l'ouvert, etc. Mais pour revenir à l'intuition de topologie générale, ce qu'il y a de beau dans les voisinages ouverts, c'est que tout voisinage ouvert d'un point X, c'est que tout Y dans ce voisinage est lui-même dans un voisinage ouvert contenu dans le précédent. Autrement dit, il y a une référence au tiers qui peut intéresser le psychanalyste. Mon voisin, ce n'est pas l'autre simplement qui est le plus proche. Le Nebenmensch de Freud qui pourrait aider, etc. Mon voisin, c'est quelqu'un qui a un voisin, qui a du voisinage. C'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est, et je vous renvoie à un très joli texte de Kleist sur les marionnettes. Oui, je l'ai lu, oui. Vous y avez fait allusion? Non, non, mais je le connais, oui. Évidemment, tout le monde le connaît. Et dans ce texte, on voit très bien comment les mouvements de la marionnette sont contrôlés par une sorte d'écriture qui a lieu au niveau de l'âme, ce qu'il appelle l'âme de la marionnette. Et ça donne l'idée que ce qui est intéressant dans non seulement des graffitis, mais les graffitis sont aussi animés par une compulsion d'inscription de la part de gens qui sans doute n'ont pas été assez inscrits. En tout cas, une écriture renverrait à des graphèmes, des graffitis qui, eux, seraient dans une écriture, dans un autre espace qui contrôle l'écriture manifeste. C'est presque comme l'interprétation d'un rêve, mais à l'envers. On remontrait au contenu latent d'une écriture. Je réponds. Je réponds. Prends une minute pour répondre. Oui, alors sur la question du voisinage, mon intuition est très forte. Il faudrait faire une lecture de Heidegger à partir de la notion de voisinage en topologie. Et mon intuition est très forte, ça coïncide absolument. Mais bon, je vais pas. Mais évidemment, Heidegger dit ça avec des mots, alors que la théorie du voisinage en topologie a une puissance de déploiement, comme vous dites, avec des propriétés paradoxales, topologiques, où le contenant doit être enlevé à la partie pour délimiter l'appartenance de cette partie à elle-même. Donc, bon, enfin, j'en ai une compréhension très intuitive, mais toute la question de la théorie des points et du voisinage et des ouverts est très très proche de quelque chose que la phénoménologie heideggerienne a essayé de déployer et de faire entendre. Mais bon, ça serait très technique. Sur la question des mouvements de l'âme, oui, peut-être il y a du mouvement qui se dessine et qui se déploie sans que nous ayons besoin de le commander, mais je voulais, sans que cela découle d'une intentionnalité. J'aurais voulu, personnellement, je ne suis pas en rupture avec le tournant langagier. Au contraire, je le reconduirais. C'est-à-dire que pour moi, il y a du langage et des objets, et que c'est pas la peine d'ajouter autre chose, que finalement, toute pensée, toute expérience humaine relève d'un couplage du langage et d'un objet, et que c'est tout à fait suffisant comme point de départ minimal. Et effectivement, Lacan a quelque chose de Lacan et de ce côté-là, et donc quelque chose de Lacan et du côté du positivisme logique, etc. Mais évidemment, les objets, on ne sait pas ce que c'est, et le langage qui opère sur des objets, on ne sait pas à quel sujet il appartient. C'est du langage qui opère sur des objets, et après tout, c'est ça qui est important, c'est de dégager les nodosités, les nouages, les voisinages et toutes les opérations qui se déploient à partir de ça, en se demandant quel type de langage on écrit et quel type d'objet on décrit, etc. Mais j'aurais eu des développements à faire sur ça, mais je ne le ferai pas maintenant.